Renault était un drapeau. Renault, c'était l'assurance de l'emploi. Renault est une entreprise symbole. Renault a réussi à mettre sur le marché la voiture que les gens attendaient, mais ils ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. La force de Renault, c'est que quand ça va mal, Renault fait toujours bloc. C'est une marque qui a compris l'usage de l'automobile. Renault a été un maître en matière de défi. Audace et innovation. Depuis toujours, l'histoire de Renault se confond avec celle des Français. Ses camions et ses tanks jouent un rôle déterminant dans la victoire de 1918. Dans les années 30, ses avions et ses autocars sillonnent l'empire colonial. Ses autobus et ses taxis colorent gaiement les rues de Paris. En 1936 et en 1968, la politique sociale du pays se fait à Billancourt. La voiturette, la Viva Stella, la 4 chevaux, la 4L, la Renault 5, l'Espace, la Logan, certains des modèles de Renault ont marqué l'histoire du XXe siècle. Et le défi fait partie de l'ADN de la marque. Plus de 100 années viennent de passer, elles l'ont prouvé. Louis Renault naît en 1877 à Paris. Son père est un important fabricant de fournitures pour tailleurs. Le jeune Louis est bien davantage intéressé par les ateliers et les machines de fabrication de boutons, plutôt que par les cours au lycée Condorcet qu'il sèche volontiers. Quand son père puis ses frères veulent lui faire une place dans l'affaire familiale, il refuse. Car il n'y a qu'une seule chose qui le passionne, la mécanique. La première Renault, en 1898, n'est qu'une minuscule voiturette de la taille d'une Twizy, mais avec 2 sièges côte à côte. Louis Renault l'a construite à 20 ans, avec un seul ouvrier et un camarade de régiment, juste pour vérifier que sa dernière invention tenait la route. On se trouve dans une cabane de jardin qui était une dépendance de la maison de la famille Renault. Et cet annexe de jardin était en fait, à l'époque, transformé par Louis Renault en atelier pour réaliser ses principales inventions. Et bien sûr, la principale étant la prise directe. Une boîte de vitesse à cardan qui transmet aux roues le mouvement du moteur sans un fatras de chaîne ou de courroie. Il prend ses premières commandes en prouvant que sa voiture réussit à grimper la butte Montmartre, ce que n'avait encore jamais pu faire aucune voiture, ni à essence, ni à vapeur, ni électrique. Il va un soir de fête, je crois que c'était le 24 décembre, dîner avec ses frères et des amis. Il arrive avec sa voiture et là, tout le monde se moque un petit peu de lui, etc. Et il prend le pari de monter la rue Le Pic, ce qui bluffe tout le monde. Et il ressort du dîner avec 12 commandes. Ses frères mettent un peu d'argent au pot pour lui donner les moyens de fabriquer les premières voitures dans la cabane atelier aménagée dans le jardin de leur mère à Billancourt. Ils créent une société, Renault Frères, dont Louis n'est que le salarié.
En 1898, lorsque Renault sort sa voiturette, la France, premier fabricant mondial d'automobiles, compte près de 200 constructeurs. Mais 3 seulement, Panhard, Peugeot et De Dion-Bouton, parviennent à produire plus de 100 véhicules par an. Autodidacte, Louis Renault partage son temps entre le bureau d'études, la conduite de l'usine et la pêche au brevet d'invention. Il passe ses journées dans les ateliers à regarder travailler les ouvriers professionnels, souvent très qualifiés, à leur poser des questions, à tomber la veste, retrousser ses manches et leur montrer comment faire encore mieux ou plus vite. Louis Renault est un patron atypique et exemplaire, admiré des compagnons. Pour développer les ventes, il faut se faire connaître. Mais Louis n'a pas les moyens de faire de la réclame. Qu'à cela ne tienne, au péril de leur vie, Louis et son frère Marcel se font pilotes de course. Les frères Renault n'ont pas les moyens d'embaucher des pilotes, en fait, mais ça n'est pas un souci, parce qu'eux-mêmes sont des gens extrêmement décidés, extrêmement actifs, et conduisent leur propre voiture. Ils gagnent toutes les compétitions auxquelles ils participent. Mais Marcel se tue en 1903 dans le Paris-Madrid. Très affecté, Louis abandonne la compétition. Cette tragédie marquera la course automobile pour toujours. Les pouvoirs publics interdisent désormais les courses de ville à ville sur route ouverte. Toutefois, les compétitions en circuit fermé seront autorisées. Les routes n'ont encore ni station-service ni panneaux indicateurs. Il faut être mécanicien chevronné pour prendre le volant. Mais en 1905, Renault Frères met au point un taxi tellement commode qu'il peut être conduit et entretenu par un simple cocher de fiacre. Il y a une banque qui commence à se dire qu'il devrait y avoir un marché pour faire des taxis automobiles. À cette époque-là, les fiacres sont tous tirés par des chevaux. Et Renault gagne cette compétition. Et il se voit d'un seul coup à la tête de commandes qui ne sont plus du tout du même ordre de grandeur de ce qu'il pouvait fabriquer avant. C'est-à-dire là où il fabriquait 25-50 voitures d'un type donné, là, il se retrouve avec des commandes qui font 250, puis 500 derrière, puis 1000 derrière. Donc vous voyez, on passe un ordre de grandeur totalement différent. Ce taxi se vend par milliers à Paris, Londres, New York et Buenos Aires. Mais au lieu de tout miser sur ce modèle à succès, Louis Renault conserve une gamme étendue de voitures et de camionnettes. À partir de 1906, la généralisation de la division du travail coupe peu à peu Louis Renault du contact avec la plupart de ses ouvriers, désormais confinés dans des tâches répétitives. En 1913, Renault fabrique 4500 voitures par an, presque autant que Peugeot, mais il émiette le travail en tâches chronométrées, déqualifiées et déshumanisées. Le patron Louis Renault se fait désormais détester d'une bonne partie du personnel, les OS, appelés également similaires. À 37 ans, seul patron de 4400 salariés, il règne sur 2 usines d'auto, de camions et de moteurs d'avion à Billancourt et une toute nouvelle usine à Saint-Pétersbourg en Russie. En 1914, la guerre est déclarée. Alors les taxis de la Marne, c'est ce qui a fait la célébrité des taxis Renault. En 1914, lorsque les troupes allemandes s'approchent trop de Paris, il est décidé de lancer une contre-offensive d'envergure pour essayer de les bloquer. Et l'idée vient à ce moment-là, Gallieni fait un ordre de réquisition et réquisitionne les taxis, tous les taxis parisiens, qui en l'occurrence étaient pratiquement tous des Renault, pour transporter les troupes, avec le côté amusant que les chauffeurs de taxi ont eu leurs courses payées. Au lieu de partir sur le front comme soldat de 2e classe, Louis Renault reçoit l'ordre de demeurer à Billancourt pour fabriquer des moteurs d'avion avec le peu de personnel restant. Bientôt, il doit se reconvertir dans des fabrications militaires car le gouvernement lui confie des commandes de camions, de canons, de tanks et surtout d'obus qui vont l'amener à quadrupler la taille de l'usine de Billancourt. Louis Renault devient de loin le premier constructeur mondial de tanks avec un modèle très fiable, presque entièrement conçu par lui, le FT-17. Il faut savoir qu'il y avait un gros débat à cette époque-là entre les chars lourds, très peu mobiles, etc., qui tombaient facilement en panne, et ce petit char de Renault qui, lui, avait comme caractéristique d'être extrêmement mobile, qui pouvait être transporté sur un camion pour le déplacer rapidement, et qui a donc beaucoup aidé à
enfoncer les lignes ennemies en servant aussi de bouclier quelque part aux fantassins de l'époque, quoi, hein. La guerre terminée, Louis Renault doit se reconvertir dans les fabrications civiles auxquelles il ajoute les autorails, les avions et les tracteurs agricoles. À partir de 1919, pris par de nouveaux sujets d'intérêt, les femmes, la voile, la construction de résidences secondaires, on sent Louis Renault moins inventif. Désormais, il emboîte le pas avec un certain retard à un nouveau concurrent très innovant, André Citroën. Ce dernier le précède dans presque tous les domaines. La fabrication à la chaîne, la formation et le financement du réseau de vente, et surtout la publicité avec ses taxis, ses autocars, ses caravanes de voitures, ses raids transsahariens ou transafricains. Pour Louis Renault, pour réagir à l'offensive de Citroën avec ses chenillettes, fait remarquer que la chenille sur le sable est un inconvénient majeur, car elle s'use extrêmement rapidement. Donc, Louis Renault invente un véhicule qu'on appelle le 6 roues, mais qui en comporte en fait 12. Si ces Renault à 6 roues jumelés se révèlent dans les raids africains en réalité plus fiables que les autochenilles Citroën, c'est pourtant André Citroën qui occupe le devant de la scène médiatique. Leur rivalité personnelle va marquer tout l'entre-deux-guerres automobile. C'est au retour d'un voyage aux États-Unis que Louis Renault décide de compléter le trapèze de Billancourt. Il ajoute à ce puzzle d'atelier construit parcelle par parcelle une usine moderne sur l'île Seguin. C'est là que de 1929 à 1934, il édifie 2 ponts, une centrale électrique et des ateliers d'assemblage où se déroule sur 5 hectares et 5 niveaux un féerique ballet de convoyeurs aériens. En 1934, l'usine de l'île Seguin compte près de 20 000 salariés. Renault disait « Je n'ai fait qu'une seule vacherie à Citroën dans ma vie, c'est je lui ai montré Billancourt ». C'est pour imiter cette immense usine ultramoderne de l'île Seguin qu'André Citroën va construire au début des années 30, en pleine crise, l'usine géante de Javel. Elle le conduira à sa perte. Pendant ce temps, Louis Renault remporte le marché parisien des taxis et des autobus. Au cours des années 30, Renault s'inscrit au palmarès de l'histoire de l'automobile avec plus de 40 records de distance et de vitesse. Sa 40 chevaux Renault Stella atteint les 176 km/h en 1926. Mais à partir de 1930, la crise mondiale commence à frapper la France. Pour y faire face, Louis Renault se diversifie, en fabriquant des autorails, des taxis, des autocars, des autobus, mais aussi en rachetant un constructeur d'avions, Caudron. Il récupère au passage un ingénieur de génie, Marcel Riffard, qui va dessiner pour lui de nouvelles carrosseries automobiles extrêmement aérodynamiques. Dès 1935, certaines Renault font penser à des avions. Les Renault Viva Stella et Viva Grand Sport remportent ainsi tous les concours d'élégance de 1934 à 1938, même si la Panhard dynamique et surtout la Hotchkiss tentent de damer le pion à la Viva Stella sur le créneau du haut de gamme. Mais à la moindre fluctuation du carnet de commandes, Louis Renault licencie sans scrupule. Il incarne, aux yeux de beaucoup, le patronat le plus réactionnaire, surtout après la violente grève de 1938, où il se défausse sur son neveu François le Hideux et le laisse jeter sur le pavé, près de 2000 salariés. En février 1939, Louis Renault se rend comme chaque année au Salon automobile de Berlin. L'industrie automobile allemande et le réseau d'autoroutes qui viennent de prendre une vigoureuse ascension sous Hitler l'intéressent. Mais ce que Louis Renault ignore alors, c'est que le chancelier nazi est en train de préparer une guerre de blindés et a donc besoin de pouvoir déplacer ses futures troupes rapidement d'un front de l'Est à un front de l'Ouest. Le 17 février 1939, Adolf Hitler passe sur le stand Renault au Salon de Berlin. Louis Renault, c'était le seul constructeur français au Salon de Berlin. Hitler appréciait beaucoup l'automobile, mais là n'était pas son sujet. Il n'a même pas dû faire attention à la poignée de main, la fameuse poignée de main dont on parle tant, parce qu'à ce même salon était présentée la KDF, et la KDF était la voiture de propagande type du nazisme à l'époque, et qui allait devenir la future coccinelle de Volkswagen. À la fin des années 30, Citroën avec sa traction avant 11 chevaux, et même Peugeot avec sa 202, vendent plus de voitures particulières que Renault. En revanche, Louis Renault est de loin le premier industriel de France.
Mais en 1939, c'est un homme intellectuellement et physiquement diminué. Il est atteint d'aphasie. Il fuit le contact avec son personnel. En septembre 1939, la guerre est déclarée. En juin 1940, après la capitulation, les Allemands mettent la main sur l'économie française. C'est le neveu de Louis Renault qui doit se débrouiller avec l'occupant. Les Allemands confisquent une partie de l'usine, réquisitionnent plusieurs ateliers, interdisent à Renault toute fabrication de voitures de tourisme et l'obligent, comme les autres constructeurs automobiles français, à fabriquer des camions pour la Wehrmacht. Sinon, ils prendront le contrôle du reste de l'usine et enverront ouvriers et machines en Allemagne. Pendant la guerre, les Allemands n'ont pas laissé à Louis Renault le contrôle de son usine. Nous sommes ici pas loin du parking des voitures. Devant le bâtiment X, actuellement Pierre Dreyfus, était garée la Mercedes cabriolet de von Urach, qui était en fait considéré comme le patron de l'époque. Louis Renault demande alors en secret à ses collaborateurs de freiner au quotidien la production. Mais de moins en moins présent, il se consacre à la préparation de l'après-guerre en essayant de maintenir tant bien que mal l'outil de travail. À la Libération, Louis Renault, seul propriétaire de la plus grande entreprise privée française et bête noire des communistes, est présenté comme le symbole de la collaboration. Incarcéré à Fresnes où il subit de mauvais traitements, il est battu chaque nuit, et privé de soins alors qu'il est gravement malade, il souffre d'urémie, Louis Renault meurt sans jugement dans des circonstances dramatiques, le 24 octobre 1944. Devant l'urgence de remettre l'entreprise en marche pour fabriquer des camions, le gouvernement nationalise l'entreprise. Alors, la nationalisation de Renault en 1945, c'est une nationalisation sanction. Même quand il y a eu la nationalisation, on s'attachait à se dire on n'est pas une entreprise nationalisée, on est une entreprise nationale. Et donc on avait une fierté de relever le défi. Renault avant la guerre s'appelait l'Automobile de France. Eh bien, on continuait sur cette lignée. Pierre Le Faucheux, un résistant, nommé à la direction de la toute nouvelle Régie nationale des usines Renault, se bat avec le gouvernement pour avoir le droit de construire un modèle de voiture de tourisme. Parce qu'il y a une décision politique qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, désormais, il y a une espèce de partage des tâches, une espèce de Yalta automobile, où Citroën va faire des voitures populaires. La 2 chevaux est en route, elle apparaîtra beaucoup plus tard. Chez Peugeot, on va faire des voitures moyennes. La 203 apparaîtra en 1947. Et Renault doit faire une voiture populaire. Et Renault sort la première voiture française vraiment populaire de l'après-guerre. Rompant avec l'avant-guerre, où Renault régnait sur les moyennes et grosses voitures, Pierre Le Faucheux impose la 4 chevaux. La 4 chevaux, la voiture pour tous. C'est la voiture de l'après-guerre. Ça y est, nous sommes libérés, nous avons un développement économique extraordinaire, nous accédons à la voiture. Elle est réputée pour être la voiture qui a remis la France sur roues après la guerre. Et cette voiture va apparaître, petite voiture, mais voiture économique, voiture surtout à la portée de tout le monde. C'est la voiture qui, on pourrait presque dire, elle est presque dans le programme national du Conseil de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance, elle est là pour démocratiser l'automobile et permettre aux catégories populaires d'avoir enfin une voiture. C'est la voiture qui va permettre à des millions de Français de découvrir l'automobile pour la première fois. La 4 chevaux est exportée en Espagne et au Japon et sa version alpine s'illustre en compétition. Elle sera la voiture la plus vendue en France de 1947 à 1955. Elle aura en face d'elle la Dyna Panhard et la Simca 6. Mais surtout à partir de 1949, la 4 chevaux devra faire face à une concurrente qui deviendra mythique, la 2 chevaux Citroën. Renault construit une nouvelle usine de montage à Flins et une usine de moteurs à Cléon. Pierre Dreyfus dirige la régie de 1955 à 1975.
Homme du social, il profite du développement du marché automobile pour faire de Renault une vitrine, augmenter les salaires et les congés et réduire la durée du travail. Son but, que l'exemple de Renault se répande de proche en proche dans toute l'industrie française. Mais il fait très largement appel à la main-d'œuvre immigrée sans vraiment se soucier de sa formation et d'enrichir les tâches. Pour la plupart des gens, Renault, c'est un symbole. Quand on rentre chez Renault, on était même considérés comme des fonctionnaires à une certaine époque. Sur l'île de Seguin, il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais. On était dans les années 60 jusqu'à 11 000 ouvriers. J'ai passé sur l'île de Seguin 33 ans de ma vie. Un ES, pour tout le monde, c'est un ouvrier spécialisé, mais pour moi, personnellement, ça ne veut rien dire. Parce que si on dit un ouvrier, d'accord, spécialisé, de quoi? Et voilà, c'est spécialisé, on est spécialisé à tout faire, quoi. La grande majorité, presque l'unanimité des ouvriers étaient issus de l'immigration. Il y avait quelques régleurs qui étaient issus de l'immigration, quelques chefs d'équipe, un contremaître, je me rappelle, s'appelait Yaya. Et autrement, à partir de là, c'était terminé. Hein. Chef d'atelier, chef de groupe, chef de département, directeur, vous n'aviez plus d'immigrés. 1 minute 62. C'est 1 minute et 62 centièmes de minute. Hein. Ça fait 1 minute et demie, hein, c'est à la grosse. Ça veut dire que chaque minute et demie, une voiture sortait de l'île, ou sortait des chaînes de montage. Pendant le ramadan, par exemple, je composais avec les syndicats d'une part, et puis avec les imams d'autre part qui étaient dans l'île. Où, par exemple, ils nous demandaient de ne pas faire de pause. Dans l'île Seguin, on a eu, à ma connaissance, pas de suicide. Parce qu'on avait une soupape de sécurité. La soupape de sécurité, c'était la grève, hein. Mine de rien. C'est vrai que des fois, c'était violent, mais ça permettait d'évacuer. Un climat, hein, dans l'île, ça se sentait aussi. Quand, par exemple, vous mettiez une sanction, vous saviez dans l'immédiat si c'était juste ou si c'était pas juste. Si c'était juste, les chaînes s'arrêtaient 5 minutes, par solidarité, entre guillemets. Si les chaînes ne reprenaient pas, c'est que vous aviez tombé à côté. Parce que le milieu sait si c'est juste ou si c'est pas juste. J'ai eu quelqu'un, moi, dans mon bureau, on était en train de lui demander sa mise à pied. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu y arrives depuis des années et que tu n'y arrives pas maintenant? Il m'a dit, ouais, mais d'habitude, je suis de l'autre côté de la chaîne. Il était gaucher. On l'avait mis de l'autre côté, donc il n'y arrive plus. Je voulais construire ma maison. J'ai fait une demande de prêt. Et la personne qui nous a reçus, il m'a demandé tout un par-passe. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et à la fin, il m'a demandé, vous travaillez où? Je lui ai dit chez Renault. Alors, lui, il a déchiré tous les papiers. Il m'a dit avis favorable. Voilà, parce que je travaillais chez Renault. En 1955, Jean Rédélé, concessionnaire Renault à Dieppe, se lance à son compte dans la construction d'une berlinette de sport sur base de 4 chevaux, puis sur base de Dauphine. L'Alpine est née. Mais Renault n'abandonne pas pour autant le véhicule utilitaire. Présent depuis toujours dans ce secteur, la marque construit à partir de 1959 une camionnette à traction avant destinée au transport urbain, l'Estafette. Une version entièrement vitrée équipera la gendarmerie française. En compétition, Renault continue à engranger les succès grâce à Alpine qui poursuit sa saga. De 1965 à 1977, berlinette, coupé et cabriolet Alpine A110 vont gagner presque tous les rallyes auxquels elles participent, face aux Porsche et aux Lancia. Grâce à l'exportation tous azimuts et à l'invention du haillon arrière, bien adapté au développement du camping et des supermarchés, Renault multiplie les ventes par 7 et fait plus que doubler sa part de marché mondial. On applique le haillon arrière à la 4L. Cette automobile polyvalente, ville et campagne, devient une voiture mythique.
C'est Dreyfus qui a beaucoup poussé la 4L. Il avait donné une définition, c'était le cahier des charges du président de l'époque. C'était, vous savez, c'est l'époque où on commençait à voir arriver les blue jeans. Et c'était, je veux une voiture blue jean, c'est-à-dire le truc qu'on peut mettre n'importe quand pour faire n'importe quoi. Bon, voilà. La 4L, c'est une voiture qui est en fait extrêmement moderne dans sa conception. Jusqu'à présent, une voiture familiale, c'était une voiture qui était une voiture en 3 volumes, un toit, un capot à l'avant, un coffre à l'arrière. Là, Renault va faire une synthèse entre la voiture familiale et la voiture utilitaire. C'est-à-dire que cette voiture, elle n'a pas de coffre apparent, c'est-à-dire que le coffre est à l'intérieur de l'habitacle, un peu comme une camionnette. Et Renault a compris qu'il y avait une aspiration à cette époque pour que la voiture soit beaucoup plus un outil. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désacralisation de la voiture dans la 4L. C'est une voiture qui correspond à la France rurale parce qu'on peut mettre des choses dedans, mais aussi à la France urbaine. Parce que la France urbaine, elle a quand même besoin de place parce qu'elle a plus d'enfants, parce qu'elle a plus de loisirs aussi. Elle a besoin de voitures où il y a beaucoup de place. Et là, la 4L va répondre, on dirait aujourd'hui presque, c'est presque une voiture de bobo. C'est une voiture à tout faire. Et ça, c'est un petit peu le pendant de la 2 chevaux. C'est toujours très intéressant de comparer ces deux voitures, 2 cultures automobiles, mais aussi 2 objectifs communs qui sont des voitures à tout faire. La R8 à moteur Gordini s'illustre en compétition. J'ai pu m'amuser énormément au volant de la Renault 8 Gordini, qui était une voiture extraordinaire pour apprendre à piloter, parce que c'est une voiture un tout petit peu difficile. C'est une propulsion, donc quand le moteur est à l'arrière sur des roues pas très larges, la voiture glissait beaucoup de l'arrière, elle était très spectaculaire à voir. Dans la version de la voiture de série, c'était à peu près 175 km/h en vitesse de pointe, mais en 1967, 175 km/h sur des petites routes avec des virages un peu serrés, quand on arrivait, la largeur des pneus faisait que la voiture décrochait assez facilement. La progression générale du pouvoir d'achat incite la régie à lancer en 1965 une voiture haut de gamme, la R16. Fabriquée dans une nouvelle usine à Sandouville, elle renoue avec la clientèle aisée. Commercialisée à partir de 1969, la R12 devient en quelques années la voiture la plus vendue en France. Elle connaît parallèlement un grand succès à l'exportation. La Renault 5 remporte un grand succès auprès d'une clientèle féminine et urbaine. La Renault 5, c'est la voiture en ville. C'est-à-dire qu'avant, la voiture en ville, eh bien, la ville s'adaptait à la voiture. On construisait des voies sur berge, on construisait des autoroutes. Et puis, il arrive un moment où on se dit que la voiture, il faut qu'elle s'adapte à la ville. Et d'une certaine manière, la Renault 5, c'est une réponse à cette contrainte. C'est une voiture qui est compacte. On retrouve évidemment ce fameux haillon arrière cher à Renault. Il y a un gain de place important. Elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle peut aussi faire de la route, mais surtout, elle est faite pour la ville. Et on le voit par exemple dans une autre innovation, qui sont les pare-chocs. Des larges pare-chocs en plastique. Pourquoi ? Parce qu'une voiture en ville, ça prend des coups. Pour la première fois, la voiture n'avait pas de pare-choc. C'était des boucliers. Aujourd'hui, ça c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque, c'était stupéfiant. Il n'y avait pas de chrome à l'avant, il n'y avait pas de chrome. Bon, il n'y avait pas de poignée de porte. La Renault 5 arrivait à faire cette synthèse d'un véhicule qui plaisait à tout le monde et qui en même temps ne se coupait pas d'une certaine sophistication. Mais encore fallait-il que le lancement accompagne cette volonté délibérée. Renault présente la Renault 5 dans les aventures de Supercar. Mais il y avait un jingle qui était tout à fait spécial. Gwendolini, Gwendolina, nanana. La suspension est d'une grande flexibilité.
C'était la première fois qu'on lançait un véhicule sans le représenter dans sa beauté esthétique produit. On jouait avec, on en faisait un personnage. Les accélérations sont énergiques. La consommation très raisonnable. Avec ce seul produit, Renault faisait plus que Citroën, tout modèle confondu, ou Peugeot, tout modèle confondu. Ça donne quand même à réfléchir. J'ai remporté 3 rallyes de championnat du monde avec la Renault 5 Turbo, c'est-à-dire le rallye de Monte-Carlo 1981, le Tour de Corse 82 et le Tour de Corse 85. Et 85, c'est la version la plus évoluée de la 5 Turbo. La version maxi, c'est 350-360 chevaux pour un poids de 900 kg. Et on arrive à faire pas mal de choses avec. La Renault 5 se vendra à 5,6 millions d'exemplaires de 1972 à 1985. Si la Peugeot 104 essaiera en vain de la concurrencer, la Fiat 127, elle, lui donnera du fil à retordre. De 1975 à 1984, Bernard Vernier-Paliez, puis Bernard Anon, commencent à robotiser Flins et la toute nouvelle usine de Douai. Il y a eu une grande période de robotisation chez Renault, dont malheureusement, je dois dire, elle était due essentiellement au fait que la hiérarchie de Renault avait peur de ses ouvriers, qui étaient tout le temps en grève, je caricature un peu, mais le truc qui faisait qu'on ne pouvait pas travailler, c'était les ouvriers. Donc chaque fois qu'on mettait un robot à la place d'un ouvrier, on avait résolu un problème social. On s'est aperçu après que ce n'était malheureusement pas forcément tout à fait aussi simple. Alors, en même temps, le robot a ses avantages au sens pénibilité du travail, par exemple. Il y avait des postes très difficiles. Par exemple, le travail à la fosse. Toute la journée, les personnes qui travaillent les bras en l'air. Ça, déjà une chose. La pose de batterie, le plus pénible que j'ai fait, c'est les bras de roue. On prend le bras de roue qui pèse entre 10 et 15 kilos. On prend le bras de roue, on vient vers la voiture pendant la chaîne qui marche. Pour le caler, on met le pied comme ça. Il le mettrait le bras de roue et après, il faut le serrer. Alors, il faut voir tous ces gestes-là toute la journée. Vous verrez ce que c'est à la fin de la journée. On est plié en deux. Cela dit, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus mesuré dans l'utilisation systématique du robot. Par exemple, ça reste aussi très lié aux coûts salariaux par ailleurs. La Dacia est extrêmement peu robotisée et c'est réputé être la voiture la moins chère du monde quasiment, quoi. Donc, la gamme s'étoffe avec, entre autres, un modèle révolutionnaire, l'Espace. Curieusement, cette voiture qui est dans les gènes de Renault n'a pas du tout été inventée par Renault. Elle a été inventée par Matra, qui a eu un peu la même intuition qu'à la même époque avec Chrysler de l'autre côté de l'Atlantique avec le Voyager. Matra, tout fier de cette invention, va la proposer à Peugeot Citroën, qui ne va pas en vouloir pour des raisons de moyens, parce qu'à l'époque l'entreprise n'est pas au milieu de sa forme, mais aussi parce que c'est pas trop dans la conception qu'a Jacques Calvet de l'automobile. Et Renault, qui cherchait un petit peu à innover sur le haut de gamme, va sauter sur l'occasion et va dire banco à Matra. L'espace est aussi un défi. Quand on a fait la présentation de l'espace au château de Chambord, je me souviens, j'étais avec des journalistes allemands et on a déjeuné dans l'espace.
les sièges se retournaient, etc. Il y avait une table au milieu, etc. Donc on vivait dans la voiture. Bon. Et toute notre philosophie, c'était de faciliter la vie de l'utilisateur. Renault, à cette époque-là, théorisait énormément sur le succès de l'espace. C'est parce qu'aujourd'hui, dans la société, il y a une espèce de fusion entre l'automobile et la maison. Donc il brodait beaucoup là-dessus. Dopé par le succès de la berlinette, Renault se lance dans la fabrication en série d'une grosse Alpine plus cossue et plus confortable afin de rivaliser avec la Porsche 911. C'est l'Alpine A310. Mais si elle équipera bien une brigade rapide d'intervention de la gendarmerie, elle sera une déception commerciale. Renault se lance en Formule 1 avec une monoplace à moteur turbo. Le principe du turbo a été inventé par Louis Renault dès 1902. Ce dispositif qui accroît la puissance et les accélérations aura donc mis plus de 70 ans pour être utilisé en compétition. Les débuts sont difficiles en Grand Prix. En 1977, au Grand Prix de Silverstone en Angleterre, la F1 jaune termine la course prématurément dans un nuage de fumée. Les Anglais affubleront les Renault du surnom de Yellow Teapot, la théière jaune. J'étais patron de la Belgique à l'époque et j'avais un Grand Prix de Formule 1 à Zolder et j'avais invité tout le réseau à venir. Et donc tous les types étaient là, une tribune réservée à Renault, ils avaient tous des bobs Renault, etc. Les voitures sont parties, on a entendu le ronflement de la fin du premier tour, quand les voitures, tous les gars se sont levés, etc. Il n'y avait déjà plus de Renault. Mais en 1978, les Renault Turbo marquent leur premier point. Et en 1979, Jean-Pierre Jabouille gagne le Grand Prix de France à Dijon. Avec René Arnoux et surtout Alain Prost, Renault accumule ensuite les victoires en Formule 1, ce qui renforce encore la fierté du personnel et son attachement à l'entreprise. Les concessionnaires ou les succursales avaient plus de clients et vendaient plus de voitures un lundi lorsque Renault avait gagné en Formule 1 le dimanche. La Formule 1, c'est un sport mondial. Et donc, si vous gagnez en Formule 1, c'est bon à la fois pour votre notoriété dans le monde entier et c'est aussi bon pour la motivation interne. Depuis 1950, les présidents de la République française avaient délaissé la marque Renault. En 1981, François Mitterrand renoue avec la régie et fait notamment carrosser en limousine présidentielle une Renault 25. Quand nous sommes arrivés à l'Élysée, j'ai dit à François Mitterrand, écoutez, la régie Renault nous a aidés pendant tout le temps de notre campagne. Il serait quand même dommageable de ne pas les remercier quand on est à l'Élysée. Il m'a dit, vous avez raison, occupez-vous de ça. Donc nous avons acheté des véhicules, continuellement nous avons acheté des Renault. Et quand il a fallu changer le parc de l'Élysée, parce que tout était en Citroën et puis les véhicules se vieillissaient, j'ai dit au chef du garage, j'ai dit, t'es gentil, mais le président ne prendra que des Renault à partir de maintenant. C'est la régie Renault, c'est public, donc on reste chez Renault. Le président Mitterrand se fait même filmer dans la cour de l'Élysée au volant d'une Super 5. Pour concurrencer la Golf de Volkswagen, Renault sort à la fin des années 70 la Renault 14. Mais desservie par une publicité malencontreuse qui assimile sa forme à celle d'une poire, elle est boudée par le réseau de vente. C'est un échec. En 1980, avec 40% du marché français, 13,5% du marché européen et 2 millions de véhicules vendus, la marque aux losanges occupe le premier rang en Europe. Renault semble être au top de sa forme. Mais la direction de Renault néglige la qualité et la gestion et s'aventure à prendre des participations mal maîtrisées dans de nombreux domaines extérieurs à l'automobile. Elle gonfle exagérément les effectifs et perd le contact avec les cadres. À un moment donné, si vous voulez, Renault était la plus grande ambulance de France et de Navarre. C'est-à-dire chaque fois qu'une usine ou qu'une filiale, qui n'était pas à nous, allait mal, il fallait que Renault prenne. Donc on avait un groupe, à un moment donné, on faisait de tout, presque même de la moutarde. Donc ça ne pouvait pas durer. Donc c'est vrai qu'on recevait de l'argent de l'État, puisque l'État était l'actionnaire principal de Renault, mais d'un autre côté, on faisait un travail qui n'était pas le nôtre. Je ne sais pas si on le faisait bien d'ailleurs, parce que la vocation de Renault, ce n'était pas d'être ambulancier. Au bord de la faillite, l'entreprise est sauvée par un homme de caractère et de rigueur, Georges Besse.
Renault se dirigeait gentiment vers la faillite, sans que personne semblât s'en préoccuper à l'intérieur de Renault, peut-être notamment parce que le gouvernement n'avait pas laissé les mains totalement libres au président Renault pour faire ce qu'il convenait de faire et que Georges Besse a fait. Ingénieur comme Pierre Le Faucheux, Georges Besse s'appuie sur l'encadrement, descend dans les usines et sait se frotter aux ouvriers. Pour redevenir compétitif, il faut faire des économies, donner l'exemple et expliquer. Globalement, si vous voulez, vous pouvez redresser une situation. On peut équilibrer une situation financière. Oh, c'est pas si facile que ça, vous Non, savez. non, non, Excusez-moi. Artificiellement, c'est facile. Non, c'est facile. Ni artificiellement, ni autrement, c'est pas facile du tout. Georges Besse élague, externalise et vend tout ce qui n'est pas son cœur de métier automobile. Les cycles, l'électronique. Malheureusement, il doit aussi tailler dans les effectifs. Georges Besse, c'était quelqu'un qui était très proche des gens, qui allait voir les gens dans les usines. Donc on a été, je dirais, tous choqués par sa mort brutale. Bon, alors après, on n'a pas eu le temps de l'apprécier. Et puis il fallait faire vite, parce que c'était une époque où Renault n'allait pas bien du tout. Georges Besse est assassiné le 17 novembre 1986 par l'organisation terroriste Action Directe. Le patron de Renault était coupable, selon le groupuscule d'extrême gauche, de vouloir faire éclater le prolétariat. Raymond Lévy poursuit son œuvre de redressement et rend l'entreprise bénéficiaire. Renault était devenu, avec les années, une espèce de symbole social. Ne jamais oublier qu'à l'époque, les décisions de gestion prises par le président de Renault se répercutaient facilement à l'ensemble du pays. À l'image de la R25, modèle pourtant haut de gamme, mais souvent en panne, les Renault de l'époque connaissent des problèmes de qualité. La R25 est un peu un boulet en termes d'image pour Renault. Chacun sait, il se dit qu'elle a une mauvaise qualité, elle tourne en panne. Autant dans les années 60, 70, 80, avoir une voiture qui tombe en panne, on se disait bah oui, ça peut arriver. À partir des années 90, une voiture qui tombe en panne, ça devient quelque chose d'inacceptable. J'ai trouvé, Dieu merci, facilement un directeur de la qualité au sein de l'entreprise. C'était celui qui était chargé de l'après-vente et qui donc recevait les plaintes directement. J'ai failli dire les crachats des clients, enfin. Et l'objectif, au bout de 4 ans, 5 ans, je peux le dire, a été atteint. Raymond Lévy rétablit également la qualité, à tel point que la Renault 19 conquiert le marché allemand réputé exigeant. Il se débarrasse de participations ruineuses chez 2 constructeurs américains, Mack et American Motors. Persuadé que le secteur poids lourd de Renault n'a pas la taille suffisante, il cherche à le marier avec celui de Volvo, puis même à fusionner les 2 entreprises. Mais l'opération capote au moment où elle est sur le point d'aboutir. Pendant toutes ces années, Renault tente de reconquérir le créneau du haut de gamme automobile. 30 ans durant, les modèles se succèdent. Renault 30, Renault 25, Safran, Velsatis, Avantime, mais aucun ne parviendra à faire oublier les problèmes initiaux de finition et de qualité, ni à rétablir l'image de marque de Renault pour ce type de voiture. Avant de passer la main à son adjoint, Raymond Lévy ferme l'usine historique de l'île Seguin de Billancourt. La fermeture de Billancourt, pour moi, c'était très difficile. Ce n'est pas simplement pour moi, mais je pense que pour la majorité des salariés de Renault, quels que soient les salariés, que ce soit même des cadres, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. Parce que c'était très pénible. Les ateliers de l'île Seguin, filmés par une caméra cachée. Depuis 4 ans, l'usine est interdite aux journalistes. Les 4000 ouvriers qui travaillent ici savent que la régie projette de fermer l'usine. Sur ces chaînes, modernisées il y a 5 ans, sortent 420 véhicules par jour, des express et quelques R5. La production pourrait facilement tripler, mais la régie ne le veut pas. Impuissants, les ouvriers ont vu fermer l'atelier des R4. Regardez, cette chaîne est vide, abandonnée. Ils savent aujourd'hui que cet abandon progressif de l'activité va s'accélérer jusqu'à la fermeture totale en 1992. Une île, c'est 5 étages. C'est des flux de partout.
fallait une organisation terrible. Pour suivre une pièce, il fallait être né dans l'île. L'île, pour moi, était à terme condamnée. Si cette usine avait été moderne, bien placée, facile à desservir, nous aurions pu la conserver et la développer. Tel n'était pas le cas. Parallèlement, Raymond Lévy lance la construction du technocentre de Guyancourt pour regrouper les centres d'études dispersés en région parisienne. Il donne aussi le feu vert à la Twingo, une petite voiture jeune, sympathique et rentable, qui fera un tabac en France. Twingo a été considérée comme différente des autres. Elle tranchait par son image. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. C'est une voiture qu'on adore parce qu'elle est drôle, elle rappelle un peu la Renault 5, notamment la publicité où on ne voit pas la voiture mais on voit une voiture dessinée comme dans une BD. En France, on a un rapport à la petite automobile, à la petite voiture qui est un petit peu différent de nos voisins. C'est-à-dire qu'on aime bien les voitures décalées, on aime bien les voitures qui ne se prennent pas au sérieux. Parce qu'en France, les gens qui ont un certain revenu ne vont pas forcément acheter une grosse voiture. Ils aiment bien acheter des voitures un peu originales. Par contre, la Twingo ne s'est pas très bien vendue à l'exportation, la Twingo première génération. Pourquoi? Parce que justement, c'est une voiture qui ne se prend pas tout à fait au sérieux. En Europe du Nord, on aime bien des voitures un peu décalées. En Europe du Sud, par exemple, la Twingo ne va pas du tout marcher. Ce n'est pas une voiture assez sérieuse, avec ses phares en demi-lune, avec son tableau de bord qui est décalé au milieu. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de cadran. Louis Schweitzer, qui dirige l'entreprise de 1992 à 2005, est le grand artisan du redéploiement de Renault en dehors du marché de l'Europe de l'Ouest devenu saturé. Pour viser ailleurs, il faut chercher des partenariats avec des constructeurs étrangers. Mais l'étroite subordination de la régie à l'État s'avère un obstacle. Pour le contourner, Louis Schweitzer privatise Renault. La Régie nationale des usines Renault vivait dans un monde protégé. La France avait des frontières, des quotas, l'Europe avait aussi des frontières, et donc la Renure de Pierre Dreyfus était dans un environnement concurrentiel totalement différent de celui de Renault des années 80. Et vous savez, la vie d'une entreprise, c'est de s'adapter au monde qui l'entoure. Renault n'est pas un service public, c'est une entreprise concurrentielle qui se bat dans le monde entier face à d'autres entreprises qui ont un statut qui leur donne toute la liberté de manœuvre. Et ma conviction, c'était que si je voulais que Renault gagne, et je voulais intensément que Renault gagne, il fallait que Renault soit dans les mêmes conditions que ses concurrents pour se battre à armes égales avec eux. Nous n'aurions pas pu faire Nissan, nous n'aurions pas pu faire des opérations avec Volvo si Renault avait été une entreprise publique. Le succès d'un nouveau modèle, le Scénic, ainsi que la vente des fonderies et du secteur poids lourd, apportent les moyens d'investir à l'étranger. Le camion fait partie des métiers historiques de Renault, mais Renault était dans ce domaine trop prisonnier du marché français, n'avait pas les capacités technologiques de réussir. Et donc nous avons fait une opération qui a consisté à céder notre activité camion à Volvo et dans le même temps à devenir le premier actionnaire de Volvo. Et ainsi, Renault a pu garantir l'avenir de l'activité poids lourd de Renault. Pour s'implanter dans les pays émergents, Louis Schweitzer fait réaliser un modèle bon marché, la Logan. Je réfléchissais depuis un certain temps à l'idée d'une voiture très bon marché. Et puis un jour, je voyageais à Moscou en compagnie du président de la République, Jacques Chirac, et on m'a fait visiter une concession Lada. C'était un énorme hall avec des centaines de Lada, et ces Lada suscitaient la passion des Russes. Or, c'était des très mauvaises voitures, mais elles avaient une grande qualité, elles coûtaient $6 000. Et je me suis dit à ce moment-là, si nous savions faire une voiture à $6 000 et de bonne qualité, on serait les maîtres du monde.
La Logan, telle qu'elle nous avait été présentée par Renault, quand Renault nous l'a présentée, c'était on va vous montrer un objet roulant non identifié qui est destiné aux contrées éloignées et déshéritées qui vont découvrir l'automobile. C'est la voiture qui va permettre à ces gens-là d'être motorisés. Ça passe partout, c'est un peu rustique. La question au bout d'un moment, c'est et en France ou en Europe, oulala, on va voir, on n'est pas sûr du tout. Et je pense qu'ils n'étaient pas sûrs du tout. Et puis Renault a été rattrapé par un phénomène évident après coup. C'est qu'il y a en France et en Europe un certain nombre de catégories sociales qui n'ont pas les moyens de s'acheter de voitures neuves. L'âge moyen d'un acheteur de voitures neuves depuis 20 ans, c'est plus de 50 ans. Pour le marché des pays riches, Louis Schweitzer prend le contrôle du coréen Samsung et surtout du japonais Nissan. Nissan, c'était pour nous l'opportunité d'entrer au Japon, qui est un pays fermé, d'entrer aux États-Unis où nous ne pouvions pas entrer seuls, et d'avoir une présence dans beaucoup de pays d'Asie où Nissan était présent et où Renault n'avait pas les moyens de l'être. Le succès de Louis Schweitzer est dû non seulement à sa vision, mais aussi à la rigueur implacable de son dauphin, Carlos Ghosn, qui s'impose aux Japonais et redresse Nissan au bord de la faillite. Les redressements d'entreprise passent d'abord par une prise de confiance par l'ensemble des personnes de cette entreprise sur le fait qu'elles sont capables de faire aussi bien que n'importe qui d'autre. Et je pense que le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est vraiment de mettre cette entreprise dans des conditions dans lesquelles cette entreprise se sent appelée à effectuer ce redressement. Le cas de Nissan est un cas spectaculaire puisqu'il a été fait par un non-japonais dans un environnement japonais, tout en sachant que le Japon est quand même l'un des pays leaders en matière d'industrie automobile. Renault manque l'étape de la motorisation hybride, mais se rattrape en prenant le leadership du développement de la voiture tout électrique avec la Twizy. Renault, d'abord, est un grand constructeur automobile. Et un grand constructeur automobile, ça n'est pas une entreprise banale. La voiture, qu'on le veuille ou pas, c'est un objet de passion. Non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc déjà, être patron d'un grand constructeur automobile, ce n'est pas un job normal, c'est un job dans lequel vous devez aussi avoir la passion du produit, la passion de la technologie et l'amour de la marque. Même aux heures les plus sombres de sa longue histoire, Renault a toujours rebondi et su s'adapter à un monde qui change. Renault relève aujourd'hui un nouveau défi. Compenser la saturation de ses marchés géographiques traditionnels par des gains sur des zones dynamiques plus lointaines, mais plus prometteuses. Mes regrets, c'est que nous n'ayons pas pu, est-ce que ça aurait été possible, je n'en sais rien, crédibiliser et construire un haut de gamme français. La première entreprise automobile à laquelle on pense, sur le plan des symboles, c'est évidemment Renault. Ça ne diminue en rien la valeur de ses concurrents. Mais Renault, c'est autre chose. Et ça n'est pas une entreprise comme les autres, c'est Renault avec les trois couleurs. Renault a accompagné pendant plus de 100 ans maintenant la vie de ce pays dans toutes ses données politiques, sociales, historiques, économiques, les difficultés, les temps forts, les temps faibles, etc. Renault, il a été capable d'inventer tout ce qui pouvait être mu par un moteur pour un besoin particulier. Peugeot, c'était une histoire de famille, mais à la tête. Renault, c'est une histoire de famille, mais à l'intérieur. Il y a une association entre Renault et la France qui est très forte. Quand Renault gagne, la France gagne. On a travaillé, on a donné tout ce qu'on peut pour cette entreprise, pour qu'ils vivent. Voilà, le losange est resté dans notre cœur. Mais quel est le prochain défi de la marque aux losanges? La propulsion électrique? Le zéro pollution? Les pays émergents? Ou tout simplement la place de l'automobile dans la société de demain?